commençant Cyberpunk 2077, l'une des premières choses qui m'a tout de suite tapé dans l'œil, ce sont toutes les affiches de pub que l'on peut trouver dans la ville. Elles sont originales, glauques, sarcastiques, ou tout simplement ultra sexualisées. Mais il y en a une qui m'a plus interpellé que les autres. On y voit ce qui semble être une représentation du Christ presque horrifique, et l'on comprend que cette affiche annonce la sortie d'un film, ou plutôt d'une déesse. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Je la croisais assez souvent et je me demandais pourquoi au milieu de toutes ces pubs faisant la promotion de nourriture, de chirurgie ou de produits sexuels, on pouvait voir une représentation religieuse. Je ne savais pas à ce moment-là que cette simple affiche publicitaire faisait en fait partie d'un ensemble de quêtes qui a marqué tous ceux qui sont allés jusqu'au bout. Cyberpunk 2077, un jeu vidéo situé dans un monde futuriste et dystopique où la technologie et l'humanité sont en perpétuel conflit. Au cœur de cette tempête de néon et de chrome, l'histoire humaine se cache, souvent éclipsée par la frénésie de la ville de Night City. Mais parmi toutes ces quêtes de violence, d'ambition et de survie, certaines sortent du lot par leur profondeur. Aujourd'hui, je veux parler d'une série de missions qui, à mon sens, est l'une des plus controversées et audacieuses du jeu vidéo. Et si vous vous demandez si elles valent la peine d'être jouées et pourquoi elles m'ont tant marqué moi et ce Yel en fait, eh bien laissez-moi vous l'expliquer. Tout commence lorsque l'on reçoit un appel de Yakako. C'est une fixeur, qui est dans ce monde une sorte d'intermédiaire entre nous et le client. Elle nous demande d'aller rejoindre un certain Jablonski. Il est très distant avec nous et semble très en colère. Il nous demande juste de l'aider pour assassiner quelqu'un. Après une course-poursuite, vous arrivez au niveau de votre cible. Mais alors que l'on s'attendrait à une simple fusillade, Jablonski se fait tuer d'une balle dans la tête par un policier du NCPD et protéger Joshua. On comprend alors que notre cible est un prisonnier escorté par la police. Joshua nous demande alors de l'accompagner sans nous expliquer pourquoi. On peut alors accepter ou décider de l'éliminer et ainsi terminer ce pourquoi on a été engagé. Mais si vous le faites, cela vous empêchera de voir la suite et ainsi vous priver d'un des moments les plus marquants du jeu. En décidant de l'accompagner, Joshua vous emmène chez une femme. Il nous dit alors que c'est la sœur de l'un des hommes qui l'a tué et qu'ils se sont écrits des lettres depuis qu'il est en prison afin de lui faire part de sa foi nouvelle en Dieu et de son envie de rédemption. Puis il nous explique que des médias locaux ont entendu parler de son histoire et qu'ils lui ont proposé un marché. Mettre en scène son exécution afin de la diffuser via des déesses. Selon lui, cela lui permettra d'absoudre ses péchés et ainsi propager au plus grand monde son message et son pardon. Mais qu'est-ce qu'une déesse ? Une déesse, ou danse sensorielle, est une technologie immersive qui permet de vivre ou revivre des expériences en plongeant dans les souvenirs et les sensations d'une personne. Il en existe différentes sortes, la plupart servent de simulation pornographique, mais il en existe aussi des illégales, comme par exemple celles mettant en scène des meurtres ou de la torture. La différence avec de la simple VR est que l'utilisateur pense réellement ressentir les sensations que ressent la personne qui l'incarne. Et c'est donc par ce biais-là que Joshua va se faire exécuter. Dans la suite de la mission, on se fait sortir de la maison par la maman de la victime, qui n'accepte toujours pas que Joshua essaye de se faire pardonner. Puis on accompagne le groupe à un diner. Là, Rachel, la représentante pour la société de production, vous demande de partir en échange d'une certaine somme. Refusez et vous pourrez continuer à discuter avec Joshua afin d'en apprendre plus sur lui et mettre en doute ou non ses convictions. Quelque temps plus tard, Rachel vous contacte afin de l'aider à remotiver Joshua. Arrivé sur le plateau de tournage, vous allez reparler avec lui et vous pourrez choisir de le conforter dans son choix ou alors de le faire douter. Et c'est là que le plus dérangeant arrive. Vous accompagnez Joshua sur le plateau et le regardez s'installer sur la croix. Vous pouvez alors décider de partir immédiatement pour ne pas avoir supporté cela, rester pour regarder ou alors le clouer vous-même sur la croix. Quelques temps plus tard, Rachel vous contactera à nouveau et vous récompensera en fonction de la qualité de la déesse créée par Joshua. Cette qualité dépendra de la volonté qu'il aura mis dedans et cela dépend des choix que vous aurez faits lors des missions et des conversations que vous aurez eues avec lui. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi cette mission est si spéciale ? Est-ce que c'est seulement grâce à son côté dérangeant et le fait qu'il n'y a quasiment aucun gameplay ? Eh bien pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Après tout, Cyberpunk 2077 regorge de quêtes qui abordent des termes complexes, mais cette série de missions s'inscrit selon moi dans une tradition très spécifique, celle que CD Projekt a maîtrisée dans The Witcher 3. Rappelez-vous des quêtes secondaires dans The Witcher 3, où Geralt est plongé dans des situations morales ambiguës. Ces quêtes n'étaient pas simplement des à côté pour allonger le temps de jeu, elles étaient des histoires complètes et complexes, où chaque choix pesait lourd. Elles invitaient à la réflexion et nous remettaient en question. La série de quêtes de Joshua hérite directement de cette approche. Entrons dans le vif du sujet avec le personnage principal de cette mission, Joshua Stephenson. Ce personnage qui de base n'a pas de spécificité marquante comparé à d'autres personnages du jeu, devient très rapidement fascinant, car il incarne une contradiction totale avec l'esprit de Cyberpunk. Là où Night City pousse son individualisme à l'ascension par la force ou la trahison, Joshua choisit, après une vie à faire le mal autour de lui, comme beaucoup d'autres personnes dans cette ville, l'humilité et le sacrifice. Il est convaincu que sa souffrance, et plus encore sa crucifixion, est le seul moyen d'atteindre une forme de pardon. Cette approche choque, et c'est là que Cyberpunk 2077 montre sa capacité à aborder des sujets qui dérangent. Le jeu n'hésite pas à poser la question de la foi dans un univers où la religion semble avoir perdu tout son sens. Par exemple, un personnage membre d'un gang de la ville originaire d'Haïti le dit elle-même « Nous avons laissé notre Dieu sur notre île ». Le jeu met en lumière des thèmes comme la manipulation des médias, l'exploitation des croyances religieuses à des fins commerciales, et même la question de savoir si la souffrance peut vraiment racheter les crimes passés. Dans la deuxième mission, on
comprend mieux les motivations de Joshua. Il croit que son sacrifice public, filmé et partagé au plus grand nombre, apportera un changement chez ceux qui le regarderont. Mais cela soulève plusieurs questions essentielles. Est-ce que c'est un acte sincère de rédemption ou un simple spectacle médiatique? Est-ce que ça a un but? Est-ce que Joshua est tout simplement fou? Là encore, le jeu ne donne pas de réponse facile. C'est au joueur de se poser la question et d'y répondre par lui-même. Ce qui rend ces missions si uniques dans Cyberpunk 2077, c'est à quel point elles tranchent avec le reste du jeu. La majorité des quêtes secondaires dans Cyberpunk sont centrées sur l'action et les intrigues de gangs et de corporations. Il existe bien sûr d'autres quêtes aussi prenantes par son récit, comme la mission The Hunt, mais pas aussi poussée et minimaliste. Là, le joueur est seulement témoin de ce qu'il se passe. Peu importe les choix que l'on fait, Joshua ira au bout. La scène finale nous met en face de la décision de Joshua. Le joueur, ou plutôt V, n'a pas à juger. Vous pouvez choisir d'y assister ou non, d'accepter et d'accompagner cette forme de foi étrange ou de la rejeter. Mais quel que soit votre choix, vous en ressortez changé. Non pas parce que vous avez réussi une mission, mais parce que vous êtes confronté à des questions qui dépassent largement les thèmes habituels du jeu. Et c'est là toute la force de Cyberpunk 2077. Ce jeu, malgré ses défauts, réussit à transmettre des messages et nous faire vivre des moments comme celui-ci. Et il en existe plein d'autres, alors si vous voulez les vivre, je ne peux que vous conseiller d'y jouer. Comme The Witcher 3 avant lui, Cyberpunk nous montre que les quêtes secondaires peuvent parfois être bien plus que des simples quêtes pour augmenter la durée de son jeu. Elles peuvent aussi nous faire vivre des moments marquants tout aussi bien que l'histoire principale.